Bonjour à tous. Autobiographiquement, je suis le co-organisateur du premier tour, du premier symposium de sociocritique que nous avions fait à Paris, dont les actes ont été publiés finalement, au bout du compte, à l'épuisement. S'il y a parmi vous des étudiants fauchés qui ne l'ont pas encore, j'en ai encore dans ma besace, et c'est trop lourd à ramener, donc je vous les demanderai tout à l'heure et je vous en donnerai quelques-uns. Pas beaucoup de temps pour parler et je vais commencer par me prendre à moi-même du temps en évoquant peut-être un petit peu autre chose que ce que j'avais prévu de faire, mais en sociocriticien en tout cas, ou peut-être parce que c'est ma génération, je sais pas, mais la littérature, nous ne voulons pas qu'elle soit close et nous voulons l'ouvrir au monde. Je pense que notre vie aussi de chercheur et de sociocriticien, c'est pareil. Et faire comme s'il ne se passait rien en France en ce moment serait un petit peu à côté de la plaque, il me semble. Je viens d'un pays où on a pris un coup sur la tête monumentale, au point de rendre sans doute un petit peu idiot, en tout cas muet ou bègue ou atone, enfin je ne sais pas quel est le bon mot justement, c'est par ça que je veux commencer. On a coupé le sifflet aux Français, pour une fois, et on entend partout des phrases bavardes pour dire qu'on n'a rien à dire, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas d'explication, on ne trouve pas les mots, qu'on ne sait pas comment expliquer ce qui nous est arrivé. C'est assez intéressant quand même de voir cet immense champ. L'espace est occupé par l'explication du fait qu'on n'a pas d'explication. Et je m'étais donc posé la question pour ne pas passer à côté de cet événement qui effectivement est innommable. Je me demandais si la sociocritique avait quelque chose à dire ou avait déjà dit des choses sur ce genre d'événement. Est-ce qu'on ne va pas rester nous aussi sur le trottoir à regarder les barbares passer, les invasions barbares, vous connaissez. Et parce que si elle n'a rien à dire de ça, on va peut-être aller planter des choux, ce serait peut-être plus productif. Et bon, et fort heureusement, bien entendu, c'est un long détour pour arriver à un résultat positif. Il y a dans la sociocritique des éléments de regard ou d'éclaircissement et sur lesquels je peux démarrer, mais je vais aller très vite en prenant les mots qui surnagent aujourd'hui, les mots qui sont censés faire débat et qui ne font pas débat, qui font opposition. Et je pense à deux en particulier. D'abord le mot guerre, qui est absolument partout, dans tous les coins, et on a des débats pour savoir si on doit employer le mot guerre. Et c'est interminable, il y a ceux qui disent c'est une guerre en douille, on a pris une balle dans le ventre, comment tu crois que ça s'appelle, et les autres qui disent non, on ne peut pas être en guerre contre un ennemi qui n'est pas un État, enfin ça continue. C'est pas du tout un débat sérieux, c'est vraiment une opposition comme ça, conflictuelle, il y a deux camps, à croire que si on ne veut pas employer le mot guerre, on est dit immédiatement un collabo et des choses de ce même genre. Et c'est assez intéressant de voir comment ce mot, qui est l'objet d'un débat, n'est pas pensé, et ça m'a fait penser moi-même à un travail qui remonte à quelques années de Claude, qui est là, et je te salue et je te remercie de tout ce que tu m'as appris depuis 1975, et à beaucoup d'autres qu'à moi. Un des très intéressants articles de Claude Duchet, dont quelques pages sont reprises dans Le Cheminement Vagabond, le volume d'entretien que nous avons ensemble, et puis peut-être dans les œuvres complètes quand on finira par arriver à les publier, a pour titre Le sociogramme de la guerre. Justement. Et c'est un texte absolument déroutant, presque scandaleux au moment où il est sorti, mais qui sonne aujourd'hui de façon terrible, dans lequel Claude explique que si la guerre a continué, peut-être bien pire que même tout ce que Clausewitz avait prévu, même le contraire de ce qu'il avait prévu, la pensée de la guerre s'était arrêtée. Et que toutes les explications d'autrefois, les punitions divines, la purge de la société, etc., avaient disparu, et je pense à une formule qui est totalement glaçante aujourd'hui, rien que d'en parler. Claude avait basé son raisonnement sur une phrase qui est qu'on arrête de penser la guerre le jour où elle entre dans la ville. Il semble qu'en ce moment, c'est un peu lourd et terriblement d'actualité. Le deuxième mot, c'est France. Alors c'est amusant de traiter ça ici au Québec. On se décentre, et en traduction, c'est extrêmement important. Mais c'est le mot France qui est un exemple tout à fait surprenant de réactivation d'un sociogramme. Il y a pas mal de pages dans les entretiens avec Claude où il montre comment un sociogramme peut cesser d'être actif, son noyau conflictuel disparaître, il ne se pense plus, il est juste diversifié. Et à un moment historique, lointain, pour d'autres raisons, d'un seul coup, ça revient. Et il me semble, c'est ce qui nous arrive. La France, c'était plus un problème pour un Français. Du moment qu'on avait récupéré l'Alsace-Lorraine, il n'y avait pas de problème. Un Français savait ce que c'était qu'un Français, parce qu'il ne se posait pas la question de savoir ce que c'était. Et qu'aujourd'hui, tout ça arrive pile au moment où ce noyau, le noyau commence à se reconflictualiser, mais sans qu'on sache, nous, très bien comment. Est-ce que c'est France avec Europe
qui peut être un débat. Est-ce que c'est France avec ce qui n'est pas la France en elle-même, donc l'immigration, etc. Toutes ces choses qui justement arrivent en ce moment, et peut-être que c'est en essayant de penser ces choses-là qu'on se sortira de cette épreuve particulièrement abominable. Excusez-moi de l'avoir un peu comme ça, mais il y a plusieurs étudiants de ma fac qui y sont passés, et c'est pas un moment joyeux d'existence. Donc je suis passé à des trucs plus drôles, la traduction par exemple, et certains exemples de traduction qui vont aller tout à fait tout de suite au cœur du sujet. J'ai annoncé à Paris, c'est déjà dans la biographie, la publication d'un bouquin qui évidemment n'a pas encore paru, et qui porte le titre loufoque, mais très sérieux, de Shakespeare à mal aux dents. Ceux qui étaient à Paris savent très très bien chez quel dentiste il est allé depuis. Ce Shakespeare à mal aux dents, c'est un travail de réflexion sociocritique sur une notion qu'on a appelée pour le moment l'intensité, et qui part d'un constat tout bête, tout simple, et qui est le traducteur a une intimité avec le texte, puisqu'il est l'auteur de la traduction, a une intimité absolue avec les phrases, avec la rythmique dont parle Méchonic, au point qu'il sait quand la phrase fait quand la phrase bouge, quand l'intensité, quand la quantité de traces, d'indices et de valeurs, pour reprendre la triade, devient éventuellement atone. C'est l'image. Nous, les traducteurs, nous savons à quel moment Shakespeare avait mal aux dents. Les phrases sont nettement moins bonnes parce que même Shakespeare, quand il a mal aux dents, ça vient moins bien. Donc c'est juste une expression imagée pour essayer d'entrer en discussion avec nos grands ancêtres. Je pars d'abord, ce bouquin est articulé sur deux grandes questions tout à fait sociocritiques. La seconde, que j'ai pas le temps de traiter, qui est que traduit-on quand on traduit, donc essayer d'expliquer ce que c'est que le travail sur la socialité du texte appliqué à la traduction, ce que c'est que pédagogiquement le travail sur la triade, comment est-ce qu'on peut exiger de chaque traducteur qu'ils répondent aux questions du texte, pour reprendre la bonne formule du vieux Marx, chaque fois qu'il y avait un problème, il répondait « ça dépend ». On ajoute, si on peut, si c'est pas une pignoufferie d'ajouter deux mots à Marx, ça dépend de quoi. Vous pouvez lui faire ce que vous voulez à ce texte, vous pouvez faire les enfants à l'histoire comme Dumas si vous voulez, mais vous devez me dire en quoi. Parce que si vous ne le dites pas, on revient dans le réel du sentiment personnel, on a le droit de faire n'importe quoi parce qu'au feeling, je trouve que c'est bien. Mais il y a surtout une autre question, c'est la première que nous posons, et qui est, elle, assez scandaleuse, en tout cas que nous prenons de façon très 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 polémique, c'est qui traduit quand on traduit. Et autant, ça a été abordé tout à l'heure par Pierre à propos du travail de Charles, et on en a parlé beaucoup avec lui, et la prochaine étape de notre travail, c'est un travail sur la matérialité du texte, la matérialité du livre, tout ce qui est, voilà, je retiens pas le mot, mais très très rapidement, tout ce qui est paratextuel, et qui bien évidemment en sociocritique appartient au texte, mais qui est généralement interdit au traducteur, rends ta copie, rends ton texte, et maintenant disparaît, laisse faire les grands, la copie, la préface, la quatrième de couverture, laisse faire donc l'éditeur, et on va mettre quelqu'un de célèbre pour s'en occuper à ta place. Ne croyez pas que je tape trop fort. J'ai essayé de travailler, le jeu est un jeu purement factuel, tous les gens comme moi, de travailler des trois façons possibles, en tant que traducteur, en tant qu'enseignant de traduction et en tant qu'éditeur de traduction. En tant que directeur de collection chez Actes Sud, ça me permet d'avoir les trois angles et de pouvoir me donner des ordres à moi ou me poser des questions. Je me demande à moi-même si par hasard je pourrais pas faire quelque chose. Je me demande une semaine de réflexion et après je me réponds oui. C'est extrêmement utile parce que vous avez tous ici une vie éditoriale aussi mouvementée les uns que les autres. Chaque fois qu'on parle d'un bouquin les uns entre les autres, on se dit oui mais ça on a fait en 2008, on a fait en 2011, mais c'est pas encore paru. Mais il y a encore un problème. On vit ça tout le temps, et dans le travail de la traduction littéraire, évidemment, ça joue autant de la même façon. Il n'y a pas de différence sur ce plan-là. Mais qui traduit quand on traduit, ce n'est pas seulement un nombre d'intervenants, pas toujours agréables, l'éditeur, l'agent comptable, les commerciaux, qui peuvent être très sympas, mais qui peuvent dire c'est pas la bonne période, ça peut pas sortir à ce moment-là. Ça peut être les critiques, ça peut être les correcteurs, qui interviennent dans votre texte et qui quelquefois sont extraordinaires. André Markovitz, qui est le porte-drapeau de la nouvelle traduction en France, appelle le correcteur le traducteur du traducteur, ce qui est tout à fait intéressant, et c'est quelquefois le cas. J'ai eu un éditeur chez Connaissance de l'Orient autrefois, Jacques Dars, qui me relevait des fautes de nuances de sino-coréen classique, qu'il ne lisait pas. Mais simplement parce que la phrase française signalait, clignotait, envoyait des signaux
au sens des traces, au sens linguistique du terme, qui m'avait échappé. Et là, j'en viens à mon sujet très rapidement. C'est une de ces interventions qui est ce que Claude a appelé l'insinomée littérature. Et une des façons de considérer l'insinomée littérature. Alors, l'insinomée littérature, c'est le refus d'abord, au départ. Si je me trompe, Claude, tu interviens et tu jettes des objets contondants si tu veux. J'en profite, il est très gentil, donc il ne le fera pas. Mais c'est une définition non a priori de la littérature. La littérature, elle se définit après, et si tant est qu'elle veut l'être comme ça, c'est un développement de la plaisanterie de Barthes. La littérature, c'est ce qu'on enseigne sous le nom de littérature. Mais il y a beaucoup de conséquences, et en traduction, et quand vous corrigez les traductions des autres, c'est toujours tellement plus facile de voir les fautes des autres, on voit à l'œuvre cette ainsi nommée littérature avec ses présupposés. Et tout le problème est là, et c'est là où je crois que la sociocritique a une première fonction importante, je citerai la seconde tout de suite après. Il y a un automatisme d'écriture qui correspond à ce qu'est la littérature et dont on connaît un certain nombre de phénomènes. Regardez comment vos petits neveux ou vos petites nièces font des rédactions, c'est évidemment toujours au passé simple, cette fameuse soupape de sécurité des belles lettres dont parlait Roland Barthes. Mais il y a aussi quantité d'autres choses dont je vais vous donner quelques exemples en prenant pour une fois un adversaire. Je ne prends pas des exemples complètement loufoques tout le temps, je vais prendre quelqu'un d'important, mais avant ça, je ne peux pas résister au désir de vous lire un poème qui sort du Canard enchaîné. C'est le Canard enchaîné qui a été le chercher. C'est un poème écrit par un député sarkozyste qui est très connu parce que c'est lui, quand on lui a demandé quel était son livre de chevet, il a dit Zadig et Voltaire. Je crois que ma conférence est finie, c'était ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on dit quand on a tout oublié? Qu'est-ce que c'est que la littérature quand on connaît rien à la littérature? Qu'est-ce que c'est que la littérature quand on connaît les signes extérieur de littérarité, si l'on veut. Et donc, comme il fallait qu'il mette son grain de sel, il a écrit un poème sur ces événements épouvantables dont je parlais tout à l'heure, et c'est pratiquement ahurissant d'en faire de l'humour, mais bon, il faut quand même rester français un peu. Ça s'appelle « Hymne au déchirant novembre », la version poétique, fruit d'une nuit d'insomnie. Dans la nuit, ton cœur s'envole, sur le sol s'écroule ton sang, dans le ciel ta voix résonne, sur l'asphalte s'écrase ton flanc. Deuxième strophe. Quand on pense au sujet, ta belle âme prend son envol, quand tes tripes recouvrent le sol, ton sourire trace un nuage, quand ici je m'enivre de rage. J'ai la référence, je suis allé chercher les autres strophes, parce qu'il y a un moment où qu'est-ce que ça fait du bien? Je veux dire la bêtise des autres. Okay. Mais voilà, donc vous avez trouvé le sujet. Voilà ce que c'est que la littérature quand on veut faire de la littérature, pas en écrire. Et donc la traduction, et c'est pour ça qu'avec Méchenique, on parle de traduire, parce qu'on ne peut plus utiliser ce mot-là, c'est une donnée qui consiste à rendre compte de ça a priori. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit de la littérature. Je vais vous montrer que c'est de la littérature. Voilà une liste de ce que Belmain-Noël, qui est quand même pas la moitié d'un imbécile, et qui a fait des choses extrêmement intéressantes sur la textualisme, et qui un jour a décidé de se mêler de traduction, et fait très exactement le programme de ce que ce à quoi nous avons déclaré la guerre, je réemploie ce mot. Quand il raconte, c'est écrit, c'est sur Internet, il avoue en plus en public, donc c'est peut-être à moitié pardonné, mais il corrige des textes d'une langue dont il ne parle pas un mot, et il dit, je cherche à mettre en phrase française un texte qui, avant de devenir de la littérature, doit appartenir à la langue française. Il y a déjà 5 motifs de rétablissement de la peine de mort dans la phrase, sur la langue qui n'est pas la littérature, qui est de la littérature hantée, etc. Bon. Et surtout qui doit appartenir à la langue française, c'est le contraire de toute la pensée depuis Benjamin, Ortega y Gasset, Méchenique, c'est les agents de l'étranger, c'est l'auberge du lointain, c'est que ça reste, que tout ce qui est littérature zoulou reste littérature zoulou en français. Deuxième chose, vérification des intentions évidentes de l'auteur. Je ne sais pas si ça se fait encore en CM2, les intentions évidentes de l'auteur. 3, je joue à être écrivain. Je fais comme si j'étais l'inventeur de cette histoire, je m'efforce de raconter la suite des actions dans ma langue personnelle. Si j'étais l'éditeur, je ne le paierais pas, puisqu'il dit que ce n'est pas de la traduction. Dans ce premier parcours, la totale, j'évite le plus possible les répétitions. Il faudrait mettre ça sur le Panthéon, on va dire c'est la gloire française. Nous, on ne fait pas de répétition. To be or not. Je fais comme si j'étais l'inventeur de cette histoire, je m'efforce, j'ai déjà dit, les répétitions très fréquentes en coréen, et que notre langue déteste. C'est pas moi, c'est notre langue, elle parle toute seule. Et comme elle est belle, équilibrée, mondiale, centre du monde, et non seulement elle déteste, mais même elle proscrit, aussi bien dans le lexique que dans les tournures et les sonorités.
Au nom de quoi, évidemment, de la langue qui doit être correcte et, si possible, élégante. Le texte doit se lire comme si c'était un texte français écrit de nos jours, de nouvelles raisons de rétablir la peine de mort. Mais j'arrive au dernier point. Il raconte son écriture et il la résume ainsi. Nous avons fait en sorte d'accentuer les effets, accentuer, Shakespeare c'est pas assez accentué, il faut du poivre, pour que l'une parle avec vivacité à la façon de Voltaire, l'autre avec une élégance toute gydienne, la troisième en longue période complexe à la Proust. Vous suivez, oui? La quatrième sur le ton des dictons et proverbes. Je ne sais pas, ça s'appelle enfiler les perles, je ne sais pas ce que ça s'appelle. En plus, le gars, il est très bon, il écrit comme Proust, comme Voltaire. Bon. Il pourrait peut-être écrire comme l'auteur. J'aimais la suggestion comme ça en passant, mais je n'ose pas aller plus loin. Alors, pour vous faire rigoler quand même avant de finir, parce que je sens que je vous ai un petit peu attristé, et surtout passer la parole en passant par l'Oulipo, oui, pour vous expliquer où on en est, c'est-à-dire qu'il y a quand même 99% des traductions qui relèvent du crime en bande organisée. La dernière traduction que j'ai rendue à mon éditeur, qui est moi-même, a vu revenir de la part de la correctrice, qui est adorable. En plus, elle est blonde. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y avait 2000 corrections. 2000 corrections. 10 corrections par page. Suggestion. Je lui fais peur, donc elle n'entre pas les corrections. C'est-à-dire, il y avait 2000 endroits où la phrase heurtait son automatisme français. Donc j'étais ravi parce que c'était exactement ce que je voulais faire. C'est ce que m'avait rendu un autre éditeur en disant, s'il avait écrit sous pseudonyme, traduire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, si grande que soit la connaissance que l'on a, c'est la quadrature du cercle. Et moi qui avais traduit en français, et on avait conclu que ce n'était pas ma langue maternelle. Ou bien il faut vite m'envoyer à la campagne, ou bien alors il y a effectivement quelque chose qui se passe. Oui, je n'écris pas en français. Les principales sont après mes subordonnées, mes répétitions sont répétitives, mes sonorités se choquent. J'écris en coréen, en sino-coréen, en coréen du Nord, dans la langue française. Si j'écrivais tout en français, je fais d'accord, c'est ce qui se passe, je ne vois vraiment plus qu'il y aurait de littérature coréenne dans ce que je fais. Et encore, j'ai déjà exagéré en disant en français. Non, il s'agit de littérature coréenne en français. C'est bien toute la différence et la fin chez Méchonic. J'aurais voulu avoir le temps de vous expliquer comment on va essayer de divorcer de Méchonic, parce que c'est pour l'instant un travail de compromis qu'on a fait avec lui. Globalement, il s'agit d'un travail sur l'histoire et sur la matérialité du texte. Même Méchonic ne tient aucun compte de la matérialité du texte, de la typo, de la préparation. En fait, il s'occupe du texte et tout ce qui est si vous voulez la différence entre un livre et un texte, il ne s'en est jamais intéressé. On en a eu de longues discussions, il a toujours prétendu le contraire, il a prétendu que c'était inséré dans sa pensée du rythme. Je suis désolé, je persiste à demander à tout traducteur de langue non latine, non alphabétique, comment il rend compte d'une écriture, et en particulier d'une écriture verticale, de droite à gauche. Je suis désolé, la question se pose. Si le texte me dit qu'elle ne se pose pas, que c'est du simple laïus comme une posologie de médicaments, ok. Mais si le texte me dit, attention, ici, valeur, j'ai écrit comme ça parce que, alors il faut en rendre compte en français. Et l'université répond, en général, parce que les plus grands traducteurs, vous entendez l'humour dans le grand, ce sont les profs de langue qui s'auto-décrètent profs de traduction. Je parle de la France, je ne sais absolument pas du tout quelle est la situation ici. Ce qui se passe en traduction, voilà un exemple, et je termine, de traduction inversée, c'est une traduction en taille de la dernière phrase de la parure. Tout le monde a lu la parure. « Oh, ma pauvre Mathilde, la mienne était fausse, elle valait au plus 500 francs. » Voici la traduction en taille retournée, qui finalement finit par me plaire. « Hélas, ma pauvre et honnête amie, Kung Yin parlait et les larmes coulaient sur son visage. Ce collier que tu m'avais emprunté, ce n'était pas de vrais diamants. Je l'avais acheté dans une boutique près du temple de Ko pour 70 bahts seulement. Petit ami très cher, quel mauvais karma tu as. Quelle idée saugrenue t'a poussé, à te lancer avec tant d'impétuosité. Pour rien. N'aurais-tu pas pu m'en toucher un mot avant? Ô suprême Bouddha, impermanence des impermanences, nuisible désir, ma petite Kessani. Est-ce qu'il y a des héritiers, des ayants droit de Maupassant?
Puis maintenant, non, ça va, donc ça peut être réglé. J'ai pris un exemple rigolo, mais le reste, c'est tout ce que Méchenique appelle tout le temps les crimes invisibles, touchés à des virgules. Oui, nous, on pinaille pour des virgules, oui, absolument. Je ne touchais pas à la virgule, si vous ne me dites pas pourquoi c'est. Et donc, pour terminer, et parce que j'ai vu que tu es entré dans le monde oulipien, qui est aussi un monde qui a beaucoup pensé à ça, il y a un traducteur méchonicien de fait, qui est devenu un traducteur méchonicien de pensée, flamand, qui s'appelle Jan Mishkin, et qui traduit Roubaud en flamand, et qui en particulier traduit un texte que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Il pleut, enfin qui s'appelle Pleu, et c'est une série de rues de Paris. Pleu, rue des Jeuneurs, rue d'Uzès, rue Méhul, Pleu, rue des Vertus, rue Eugène Spuller, Pleu, rue Budet, rue de Turenne. C'est juste une liste comme ça, exactement ce que n'importe quel non-traducteur haussera avec les épaules en disant « mais il n'y a rien à traduire, c'est tout prêt, je ne vais pas te payer à la page, il y a juste Pleu à traduire ». Et évidemment, il a traduit, c'est Regent ou Regnet ? Regent en flamand. Bon. Et donc il a pris toute une liste de noms de rues de chez lui à Gand, puisque Gand c'est Ghent, donc ça jouait, et il a fait toutes ces listes de rues avec... Oh aïe aïe, Pierre est revenu. Aïe, non, tu peux pas ressortir, je vais lire. Bon, tu vas dire à ma place. Blankenbergstraat, Bruggen der Neuve Wandeling, etc., etc. Bon, la même chose, il a pris ces rues flamandes parce qu'il avait compris que c'était oulipien, et donc les noms de rues comprenaient les deux voyelles de Pleu, E et U, et aucune autre. Un peu, pas très bien joué. Et donc il a pris les rues flamandes qu'il avait dans Regent, donc lui c'était des E uniquement. Et il s'est bien amusé à faire ça. Et puis un jour, Roubaud est arrivé là-bas et il a lu son poème sur un ensemble qui était la ville et en particulier Paris. Et donc toute sa traduction de poème, uniquement avec le titre, s'est écroulée. Puisque ça ne pouvait plus être Gand, il fallait que ça redevienne Paris. Et comment on traduit Paris ? Avec Paris, il n'y a rien à traduire. Donc toute la série de noms de rues était impossible, puisqu'il était passé de Pleu à Regent, et donc tous les U devaient disparaître. Et le résultat est tout à fait stupéfiant, c'est Regent rue d'Argenteuil, Regent rue Grenata, Regent rue Béranger. C'est-à-dire que tout le travail de traduction a consisté à prendre une autre liste de rues de Paris, qui ne contenait pas un E et un U, mais seulement des E, de façon à faire fonctionner l'ensemble. Il a triché, parce qu'en plus, Roubaud, c'était un sadique total, vu son bouquin sur la ligne d'autobus, et donc il y a uniquement les arrondissements impairs, donc ça pose des tas de problèmes, mais c'est très 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 exactement ça que nous voulons faire, et c'est en ça que la triade est un outil totalement extraordinaire, parce que ça permet... C'est extraordinairement pédagogique. Ça permet de prendre chacun des éléments du texte, tout ce qui peut signifier sous une forme ou sous une autre, d'une virgule à un nom propre. Il n'y a que des noms propres. Il n'y a pas un seul bout d'opinion ou de sentiment. Tous les éléments, toutes les sonorités, et à commencer par les répétitions de notre cher ami, de façon à les faire fonctionner dans le texte d'arrivée. Voilà. Donc maintenant, je pourrais commencer mon propos. Mais la suite sera dans le Shakespeare à mal aux dents, qui sortira enfin aux éditions de l'INALCO. Il y a des nouvelles presses à l'INALCO, incessamment sous peu dans pas longtemps, et peut-être avec, à ce moment-là, on va voir, mais peut-être avec enfin les articles, la collection complète des articles de Claude, et au même moment, je pourrai enfin donner à Pierre ce qu'il demande depuis très longtemps, c'est-à-dire le montage de tous les entretiens et tous les rushs, les films qu'on a d'entretien avec Claude, il y a des dizaines d'heures, de façon à les mettre sur le site du Christ. Merci.